pour les minutes qui me restent, j'ai envie d'aborder en fait la situation de la Silicon Valley Bank. Beaucoup d'entre vous en fait ont entendu parler de cela par rapport aux informations. Je vais juste faire un checking de mon temps en fait avec Madame Bigou-Larrey. Je pense que je n'ai plus trop. J'ai combien de minutes qui me restent en fait? Il vous reste encore 8 minutes. 8 minutes? OK, Oui. donc ça va. Alors, donc en 8 minutes, je pense que je peux couvrir. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'en 8 minutes, je peux couvrir la Silicon Valley et puis le futur. Alors, j'ai indiqué en fait que la Banque fédérale aux États-Unis a une classification des banques en fait. Donc, il y a 9 banques qui sont, on va dire, dans le viseur de la Banque fédérale. Donc, la Banque fédérale nous contrôle tous les jours et ce qui fait qu'on est, on est vraiment très bien capitalisé, on a suffisamment de liquidités, parce que la Banque fédérale considère en fait qu'on est des banques qui peuvent avoir un impact en fait sur le système financier aux États-Unis. Alors, la Silicon Valley, quoique sa balance est significative, elle a une balance de plus de 200 milliards de dollars. Elle n'est pas classée parmi les banques qui sont systémiques pour le système financier. Donc, elle a un niveau de supervision qui est en dessous, en fait, de la nôtre, par exemple. Néanmoins, la Silicon Valley, essentiellement, elle fait des prêts elle prend du cash de start-up et elle fait les prêts dans le domaine de start-up et de capital risk. Alors, le type de clientèle de la Silicon Valley est une clientèle très concentrée dans ce secteur d'activité. Number one. Et number two, la Silicon Valley est une banque, en fait, qui a une croissance et une progression exponentielle, qui est quelque chose dont on va discuter plus tard, à tenir en compte. Donc, sa balance s'est rapidement accrue dans une période, dans une très courte période. Et en termes de gestion actif-passif, et je peux le dire, en fait, la Silicon Valley m'avait contacté au mois de septembre, avait contacté plusieurs collègues, et m'avait contacté particulièrement au mois de septembre 2002 pour gérer leur balance sheet. Au sein de Wall Street, il y avait déjà, on va dire, un an en arrière, on avait déjà une compréhension en fait de la position de la Silicon Valley. Naturellement, je ne suis pas la Banque fédérale, je ne suis pas le régulateur, donc je n'ai pas le pouvoir de dire à la Silicon Valley change la manière dont tu gères ta balance sheet. Mais j'ai un pouvoir pour dire non à la Silicon Valley, je ne vais pas travailler pour vous, en fait. Donc, de mon point de vue, ce qui s'est passé à la Silicon Valley, c'est quelque chose qui était préventif. Et je vais expliquer cela, en fait. Alors, j'ai indiqué, en fait, la Silicon Valley avait des deposits qui étaient très concentrés dans le secteur des startups. Au-delà de ça, la Silicon Valley elle investissait dans des bons obligataires. Je dis toujours à les personnes qui sont, quand on gère une banque, un bon obligataire n'est pas sans risque. C'est une misconception de dire qu'un bon obligataire, euh, le bon du Trésor américain, il n'est pas sans risque. Le bon du Trésor américain n'a pas un risque de crédit parce que le Trésor américain ne va pas faire défaut. OK? Mais le bon de Trésor américain a un risque de duration, un risque de taux d'intérêt. Donc, selon la longévité de ce bon, vous devez comprendre la longévité de ce bon vous devez mettre la longévité de ce bon par rapport au, au passif que vous avez. Et ce qui se passe à la Silicon Valley, nous étions dans une période de taux d'intérêt très bas et naturellement, les investissements de la Silicon Valley ne leur rapportaient pas suffisamment par rapport à ce qu'ils devaient payer par rapport à leurs dépositeurs. OK? Donc, ce qu'ils ont fait, c'est d'investir sur des bons obligataires, les bons du Trésor américain, qui sont d'une duration de 5-10 ans.
ce qui leur permet d'avoir un rendement un peu plus élevé, ce qui leur permet d'avoir un spread ou net interest income un peu plus intéressant pour leurs actionnaires. Mais le problème, c'est que ces bons du Trésor américain, vous pouvez dire qu'ils n'ont pas de risque de crédit, mais ils ont un risque de taux d'intérêt. Et quand l'inflation aux États-Unis était, on va dire, out of control, l'un des mandats de la Banque fédérale, le mandat prioritaire de la Banque fédérale américaine, c'est de combattre l'inflation parce que la stabilité de prix, c'est la règle numéro un de la Banque fédérale américaine. Donc, elle est dans l'obligation d'accélérer le taux d'intérêt. Donc, en une année, le taux d'intérêt directeur de la Banque fédérale a augmenté de quasiment de up to 5%. Et le problème, c'est que la valeur des obligations de la Silicon Valley se sont dépréciées dangereusement. Et donc, quand les clients de la Silicon Valley ont commencé à réclamer leur argent, la Silicon Valley était obligée de vendre ses assets à perte sur le marché. Et elle a vendu ses assets à 1,8 million de pertes, quasiment. Donc, elle était obligée de réclamer une infusion de capital aux alentours de 2 millions plus, 2 milliards plus, pardon, et pour renflouer ses caisses, pour pouvoir faire, pour pouvoir, on va dire, pay back the depositor. Et quand vous regardez la balance de la Silicon Valley, il y a un élément comptable qui est très important. Je ne sais pas si c'est la même chose en Afrique, mais aux États-Unis, quand on investit dans des bons obligataires ou des assets en général, on a l'option de les classifier de manière comptable. On a ce qu'on appelle available for sale ou ce qu'on appelle held to maturity. Et de manière comptable, quand on les classifie held to maturity, c'est-à-dire que ce sont des assets qu'on a à disposition, les assets qui vont rester dans notre balance sheet jusqu'à maturité, en théorie, il n'y a pas de risque. Mais le problème, c'est que si le passif ou les dépositeurs de la banque réclament leur argent, vous serez obligé de vendre ces assets et de payer en fait les dépositeurs. Alors donc ça, c'est l'erreur fondamentale en fait de la Silicon Valley. Et il y a une mesure particulière. Et tout ce que je dis par rapport à la Silicon Valley, ce sont des choses qui sont publiques parce que dans le rapport annuel, le rapport trimestriel, la Silicon Valley a toujours montré ces éléments-là, en fait. Donc, en quelque sorte, il y a eu également une négligence de la Banque fédérale en termes de supervision. Et j'ai indiqué le Economic Value of Equity de la Silicon Valley. Quand tu regardes la valeur actuarielle, en fait, nette de leurs fonds propres, en général, ils étaient they were breaching the limit. Donc, en général, ils étaient en dehors de la limite maximum qui s'était établie, en fait. Et il n'y avait personne, en fait, dans l'exécutif qui signalait, en fait, ce défaut de management, en fait. Donc, en quelque sorte, il y a une déficience, en fait, du management de SVB. Et ça, c'était depuis les années 2000, c'était depuis 2020. Donc ça, c'était quelque chose plus ou moins qui était connu dans le cercle, en fait, de la banque. Mais comme je l'avais dit tout à l'heure, il est de la responsabilité de la Banque fédérale, en fait, de superviser les différentes banques. Donc, une, une responsabilité importante, en fait, du leadership de la banque, dont ils ont fait défaut, c'était de manager, en fait, le duration gap et et également euh, je sais pas comment je vais dire ça en fait, mais certainement ils n'ont pas escalé, they did not escalate this breach to the board. So that was very important.